Terriens, terriennes, bonjour. L'être humain, une machine extraordinaire. Magnifique, parfaitement bien conçue et bien pensée, très flexible, très maniable, voire confortable. Mais sait-on qui est vraiment aux commandes de cette machine extraordinaire? Qui en est le véritable pilote, le véritable capitaine? Alors déjà, un être humain, qu'est-ce que c'est? Bon, la réponse la plus évidente qui viendrait à l'esprit d'un biologiste, c'est qu'un être humain est un ensemble de cellules vivantes. Oui, ça peut paraître étonnant, mais bien avant d'être un garçon ou une fille, ou toute autre chose d'ailleurs, hein, un homme politique, un footballeur, etc., on est tous un ensemble de cellules vivantes. Alors, on va se munir de notre petit réservoir de cellules humaines. Oui, parce qu'on a un petit réservoir de cellules humaines à conserver au frais. Si vous n'en avez pas, de l'eau de la grenadine fera l'affaire. Et on va se fabriquer notre être humain. Alors, un être humain, c'est constitué de quoi? Bon, un être humain, ça a des yeux, par exemple. Les yeux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cellules? Ah oui, ce sont des cellules. Alors, un peu de cellules pour les yeux. D'accord? Les ongles et les dents, ce sont des cellules également. Les poils, la barbe et les cheveux, ce sont des cellules. La peau, ce sont des cellules. Les os, les organes, le sang, le cerveau, des cellules, des cellules, des cellules, des cellules. Au total, c'est plus ou moins 10 000 milliards de cellules pour constituer un être humain. 10 000 milliards. On n'est pas en train de parler de 3 petits pois dans une boîte de conserve. 10 000 milliards. Pour vous donner une idée, c'est 40 fois plus que d'étoiles dans notre galaxie. Voilà, ça, c'est nous. Bon, maintenant, sachez que parmi toutes ces cellules humaines, vivent des cellules non humaines, des cellules complètement différentes. Et beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. 100 000 milliards de bactéries vivent parmi nos cellules humaines. De bactéries. Qui dit bactéries déjà dit gel antibactérien. On va pas... Voilà. Donc, 100 000 milliards de bactéries vivent parmi nos cellules humaines, c'est 10 fois plus. Rendez-vous compte, 90% des cellules de notre corps ne sont pas à nous, ne nous appartiennent pas. Alors bon, déjà, première question. Elles jouent toutes ces bactéries? Non, parce que c'est quand même un petit peu étroit là-dedans, ça manque un peu de place. Comment on fait entrer ça là-dedans? Ah ben c'est simple. Les bactéries sont beaucoup plus petites que nos cellules humaines. Elles ont donc tout le loisir de squatter en famille notre corps, sans être inquiétées outre mesure. Alors, où est-ce qu'on les trouve? En grande majorité, dans le système digestif, dans nos intestins. C'est ce qu'on appelle la flore intestinale. On peut savoir ce qu'elles foutent là? Qu'est-ce qu'on fait dans un intestin? On fait la fête, on bouffe, on se remplit la panse. Elle digère. Mais ce faisant, elle nous aide à digérer les éléments de notre alimentation qu'on n'arrive pas à assimiler par nous-mêmes. Elles sont plutôt sympas, en fait, toutes ces bactéries. Elles nous aident à vivre. Mieux, elles nous protègent. C'est un véritable écosystème qu'on a à l'intérieur. Entre 500 et 1000 espèces cohabitent dans cet écosystème. Et comme tout écosystème, cette flore intestinale se défend contre les envahisseurs. Et ce faisant, cette flore intestinale nous protège des bactéries pathogènes, les méchantes bactéries. Alors, toutes ces bactéries, elles viennent d'où à la base? Parce qu'on a tous été faits purs et innocents, a priori, si je ne m'abuse. La plupart d'entre nous, en tout cas. Bon, ces bactéries commencent à coloniser le territoire de l'intestin dès les premiers instants où l'être humain est en contact direct avec des bactéries. Et cet instant, c'est le jour de la naissance.
Alors, lorsqu'un bébé naît, lors de l'accouchement, lorsqu'une mère expulse son rejeton, bon, il faut un petit peu d'imagination pour visualiser la scène, mais le bébé est en contact direct avec la flore fécale et vaginale maternelle. Merci, maman. Donc, notre flore intestinale nous est transmise en tout premier lieu par la mère à l'accouchement. Cette flore va continuer à se développer et à s'implanter dans notre système digestif pendant les 2 premières années de la vie de l'enfant. Donc, ces 2 premières années, c'est une période très importante. C'est une période pendant laquelle le corps humain, le corps de l'enfant, va apprendre ses toutes premières techniques de défense. Des chercheurs finlandais ont réalisé une étude en 2010 sur environ 400 familles avec des enfants en bas âge. Et cette étude révèle que, globalement, les enfants qui grandissent, qui vivent avec des animaux de compagnie, chiens, chats, sangliers, espadons, sont moins enclins à développer des symptômes du style toux, rhinite, sifflement, infection de l'oreille. En bref, ils sont moins malades et par la suite, ils auront moins besoin d'antibiotiques que les autres. Pourquoi ça? Parce que les animaux, ça véhicule beaucoup de bactéries. Les enfants qui vivent avec ces animaux de compagnie, ils chopent ces bactéries. Bon. S'il s'agit de bactéries amies, des bactéries plutôt cool, c'est génial, parce que ces bactéries vont venir gonfler les rangs de l'armée bactérienne qui protège l'enfant. Et s'il s'agit de bactéries ennemies, alors à ce moment-là, bon, ce seront les premières simulations de combat, les premiers raids de cette armée qui va, du coup, pendant cette période, s'entraîner à développer le système immunitaire de l'enfant. Les chercheurs reconnaissent que l'excès d'hygiène favorise l'apparition de certaines maladies, telles que l'obésité, l'asthme, les allergies. En bref, arrêtez de laver vos enfants. Plutôt que de leur acheter du shampoing, offrez-leur un petit chien. Hein, parce qu'il vaut mieux être un peu crado et en bonne santé que propre comme un sou neuf et asthmatique. Donc toutes ces bactéries, finalement, on voit qu'elles font quand même beaucoup pour nous. Mais comment savoir jusqu'où s'étend leur influence? Non, parce que je le répète, 100 000 milliards de bactéries, c'est une gigantesque mégalopole, que l'on a à l'intérieur du ventre, peuplée de créatures toutes plus étranges les unes que les autres. Qui nous dit que quand on a décidé de passer une bonne soirée en charmante compagnie autour d'un verre et qu'on est bloqué au lieu de ça pendant 1h30 aux toilettes, qui nous dit qu'on n'a pas 100 milliards de tentacules qui se foutent de notre pour la gloire du côlon? Mais allons plus loin. Vous avez remarqué que lorsqu'on a le trac, lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on a peur, voire lorsqu'on est amoureux, on le ressent ici. Ça se passe au niveau du ventre. Et c'est justement là qu'elles sont. C'est là qu'elles habitent et qu'elles vivent, toutes ces bactéries. Qui nous dit que ces bactéries n'ont pas une influence sur nos émotions et sur ce que l'on ressent? Mais allons encore plus loin. Quelqu'un qui montre de l'agressivité assez régulièrement, qui est prompt à l'agressivité, c'est un mec agressif. On est d'accord. Ça fait partie, on pourrait dire, de sa personnalité. Qui nous dit que ces chères bactéries ne sont pas aux commandes de notre propre personnalité, ne sont pas dans l'ombre et en secret en train de tirer les fils qui nous relaient? D'où nous vient notre personnalité? Moi je dirais déjà des parents, parce que c'est sur eux que se font... Ouais, d'abord des parents, puis après des personnes qui nous entourent, des personnalités qui nous, qui nous inspirent, qu'on a rencontré, des gens qu'on a rencontrés, des gens qu'on a bien aimés, des gens qu'on n'a pas aimés, et je pense que ce truc, ça fait un mélange qui te donne toi, ta personnalité à toi. Et qu'est-ce qui pourrait la changer, cette personnalité? Bah là, ce qui pourrait faire qu'une personnalité change, des événements extérieurs, la même chose qui fait la personnalité finalement, les gens, les événements extérieurs, les rencontres, les interactions avec les gens, les mêmes trucs qui forment une personnalité, je pense que ça peut la faire changer. D'où nous vient notre personnalité? De nos parents.
des gènes que nous avons eus à la naissance. Et puis également de notre environnement. Moi, je dirais c'est Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui nous a donné cette personnalité. Qu'est-ce qui pourrait faire changer cette personnalité ou l'altérer? Qu'est-ce qui pourrait faire changer les coups durs de la vie peut-être ou les bonnes choses aussi, je pense que ça peut peut-être influencer. Et puis les gens autour de nous également, les gens qu'on côtoie. Si par exemple il y a des amis qui nous trouvent comme ci ou comme ça, ils pourraient nous aider et nous dire ouais il faut mieux que tu sois comme ça ou change ça. D'où vient la personnalité de quelqu'un? Eh bien, c'est comme dans le film de Pixar, vice versa. C'est des petits êtres, petits, qui contrôlent nos émotions. L'équipe du professeur Stephen Colling de l'université McMaster au Canada a réalisé une expérience très intéressante au sujet de la personnalité. Ils ont élevé des souris en milieu stérile. Ces souris ont été divisées en deux groupes, séparées en deux groupes distincts, suivant leur comportement naturel. Parce que les souris, c'est comme les hommes, il y en a des courageuses et il y en a des complètement flippées. Donc, un groupe de souris anxieuses, timides, le genre de souris qui ne parlent pas aux inconnus. Et de l'autre côté, un groupe de souris joyeuse, remuante, exploratrice, toujours à fouiller dans tous les coins, le genre de souris qui, pour une odeur de fromage, va foutre les pattes dans la poubelle de monsieur et madame Félix le chat. Les chercheurs ont ensuite interverti les flores intestinales des deux groupes de souris, c'est-à-dire qu'ils ont pris les bactéries dans les intestins des souris lâches, ils les ont transplantées dans les intestins des souris courageuses et vice-versa. Résultat incroyable, les souris lâches sont parties à l'aventure, les souris courageuses sont devenues anxieuses et casanières. Les personnalités ont suivi avec les bactéries. Il y a de plus en plus d'indices qui indiquent que la flore intestinale a une influence sur l'activité cérébrale et notamment, plus spécifiquement, sur les zones du cerveau liées à la gestion des émotions. En bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que dans notre corps, c'est clair, on est en minorité. La population majoritaire a une influence certaine sur notre alimentation, sur notre santé, sur nos émotions, sur notre personnalité finalement. Qui contrôle ce corps magnifique? Qui en est le pilote ou le capitaine de cette machine extraordinaire? Bon, je mets un peu de suspense, mais soyons clairs, on est tous d'accord, on est quand même bien plus que les bactéries qui nous composent. Hein. On est l'être humain, faut pas déconner. Hein. On est l'inventeur de l'automobile, de la radio, de la télévision, de Top Chef. La schizophrénie aussi. Mais bref, rien à voir avec 3 microbes dans de la salive de chien. Nos cellules, même si ce sont les moins nombreuses, ce sont quand même les nôtres. On a une identité biologique qu'on peut très clairement séparer du monde microbien, de l'identité bactérienne. Quoi? Ah non. Apparemment non. Oui mais non, mais il faut quand même que je... Ok. Tout. Ok. Bon. Il faut que je vous raconte une dernière petite histoire. Alors c'est une histoire que l'on doit à Nathan Lowe de Sydney, ainsi qu'à Claudio Bandi de Valence. Toute une équipe de chercheurs, dont Nathan Lowe et Claudio Bandi, qui l'ont publié dans le Oxford Journal. Cette histoire nous ramène dans le passé, il y a 2 milliards d'années, sur la planète Terre. Bon, à ce moment-là, il y a 2 milliards d'années, soyons clairs, il n'y avait rien. Hein. Pas un McDo, pas un kebab, rien. Il y a quelqu'un? Non, il n'y avait rien.
Alors, à ce moment-là, la vie était à ses balbutiements. D'ailleurs, il n'y a que 2 formes de vie très très primitives qui existent sur la planète il y a 2 milliards d'années. D'un côté, nos chères bactéries, que l'on connaît bien maintenant, et de l'autre côté, une autre forme de vie différente que l'on appelle les archées. Alors les archées, tout comme les bactéries, sont des êtres unicellulaires, mais une forme de vie différente. Aujourd'hui, on sait que les archées, tout comme les bactéries, sont présents un peu partout sur Terre. Bien. Donc, à l'époque, il y a 2 milliards d'années, une archée était en train de se balader, un soir de grand vent, sans doute à la recherche d'un casse-croûte, lorsqu'une bactérie parasitaire l'a attaqué. Le parasite bactérien s'est introduit à l'intérieur de l'archée. L'archée n'a pas réussi ni à le digérer, ni à l'expulser. Là, il s'est passé quelque chose d'assez, je dois dire, extraordinaire. Le parasite et son hôte sont entrés dans une espèce de paix, dans une sorte de coopération. Plutôt que de se faire la guerre, ils ont fini par s'accepter l'un l'autre. Donc, ce parasitage est devenu une espèce de symbiose. Cet archée parasité par sa bactérie a donné naissance à la toute première cellule complexe. Cette cellule, en se divisant, a donné vie à une nouvelle forme de l'existence, une nouvelle forme de vie, un nouveau domaine, les eucaryotes. Les eucaryotes, c'est quoi? Ce sont tous les organismes unicellulaires et multicellulaires dont les cellules comportent un noyau cellulaire. Un noyau cellulaire, c'est-à-dire un coffre-fort, en gros, dans lequel on peut stocker l'information génétique, notre ADN. Bon, globalement, toutes les formes de vie que l'on connaît aujourd'hui, en passant du chat par les cafards jusqu'au saumon, en passant par les mouches, les champignons de Paris, les cèpes, les lézards, les requins, les dragons, jusqu'à l'être humain. Si vous regardez n'importe quelle cellule humaine au microscope, vous y verrez de petites structures que l'on appelle les mitochondries et qui sont des structures qui fournissent à la cellule l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner. Sans mitochondries, pas de cellules eucaryotes, pas d'êtres humains en gros. Elles sont là, les voilà, nos bactéries parasitaires originelles, tapies à l'intérieur de nos propres cellules, laissant leurs traces dans notre évolution, jusque dans notre ADN. Donc en plus de tout le reste, on leur doit l'existence. Vous savez quoi? Parce que dans chacune de ces cellules humaines, il y a plusieurs mitochondries. Là, gel bactérien. C'était La Science à Loup, l'émission qui vous dit tout sur ce qui semble le plus flou. Ou fou. Enfin, quoique flou, ça passe aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles aventures étonnantes.